L'Ukraine de 2022 est un pays très divisé. Les vieilles générations sont souvent pro-russes. Les jeunes générations formées à l'école déjà en ukrainien sont patriotes ukrainiennes. C'est un sacré panier de crabes, alors que la Tchécoslovaquie de 1938 était un pays démocratique confronté à l'appétit territorial d'un fou furieux. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Cyril Aslanov. Cyril, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur à l'université d'Aix-Marseille et avec vous, je voudrais que nous faisions un point sur ce qui se passe actuellement dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, je voudrais citer peut-être le président du Parlement ukrainien qui a espéré hier que les deux parties auront suffisamment de sagesse pour ne pas déclencher une troisième guerre mondiale. Alors, la question directe, est-ce que vous avez le sentiment que l'Ukraine 2022, c'est un peu la Tchécoslovaquie 1938 ou c'est exagéré? Non, c'est bien sûr tout à fait exagéré. C'est une analogie trompeuse. L'Ukraine de 2022 est un pays très divisé, aussi bien du point de vue géographique que du point de vue générationnel. Les vieilles générations sont souvent pro-russes. Les jeunes générations formées à l'école déjà en ukrainien sont patriotes ukrainiennes. Il y a des factions pro-occidentales, des factions pro-russes, des factions prêtes à se vendre plus offrant. C'est un sacré panier de crabes, alors que la Tchécoslovaquie de 1938 était un pays démocratique sans aucun conteste, confronté à l'appétit territorial d'un fou furieux tristement célèbre. Alors, c'est un peu différent. Alors on peut se poser la question, jusqu'où iront les Américains, et même dans cette question il y a une sous-question, c'est-à-dire les Américains d'un côté font évacuer les familles de leurs diplomates, mais d'un autre côté ils acheminent des militaires, des navires. Qu'est-ce que les Américains à votre avis veulent montrer à Vladimir Poutine? Quel est le message qu'ils veulent lui faire passer? Vous savez, j'ai l'impression que les Américains dans ce jeu de démonstration de force des deux côtés, sont aussi bluffeurs que les Poutine. Il y a un bluff des deux côtés. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé en 2008, quand Bush a fait comprendre aux Géorgiens, pays qui a une ligne politique pas très éloignée de l'Ukraine, dans son opposition à Moscou, qu'il les soutiendrait. En fait, elle ne les a pas soutenus et la Géorgie s'est retrouvée dans le point de mire d'une agression extrêmement violente de la part de la Russie, et elle paye encore le prix puisque les Russes grignotent le territoire géorgien en créant des entités fantoches. Alors, tout le monde connaît le scénario géorgien de 2008, quand Bush a dit aux Géorgiens « allez-y les gars », et ensuite, il ne les a absolument pas aidés. La crédibilité des États-Unis dans une confrontation contre l'ours russe n'est pas très élevé. Et Biden a beau faire des démonstrations de force, envoyer des troupes de l'OTAN, envoyer des avions pleins d'armes, ce ne sont peut-être que des gestes dans l'air. Je ne pense pas qu'il irait tellement plus loin que ça. Alors, et par contre, vous pensez que Poutine peut aller très loin? Est-ce que, par exemple, vous pouvez envisager une invasion d'une partie de l'Est ukrainien, ou alors même, est-ce que l'on peut envisager la destitution de l'actuel pouvoir de Zelensky et puis son remplacement par un président pro-russe? Bien sûr, ce sont des scénarios tout à fait prévisibles. Je vous rappelle que le territoire ukrainien est déjà amputé de la République de Donetsk, tout à fait à l'est de Luhansk, de la Crimée. Rien n'empêcherait Poutine de poursuivre ce jeu de grignotage qu'il a déjà aussi mis en œuvre vis-à-vis de la Géorgie avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Poutine, en fait, considère que l'Ukraine fait partie de la zone d'influence russe, dans son dessein de reconstituer quelque chose d'équivalent à l'URSS. Make Russia great again. C'est le maître mot de Poutine. Pour lui, les
prétention américaine à se mêler de ses affaires personnelles, des affaires personnelles de la Russie avec l'Ukraine, sont une outrecuidance insupportable. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir que les Américains ont bien d'autres armes dans leur arsenal qu'une confrontation qui mènerait à une escalade épouvantable. Il y a des moyens de frapper la Russie, et notamment un moyen qui a déjà été à l'œuvre de façon assez timide, il faut dire, en 2014, lorsque la Russie a fait main basse sur la Crimée, les sanctions économiques. Seulement cette fois-ci, si Poutine continue sa politique expansionniste vis-à-vis de l'Ukraine, les sanctions économiques seront beaucoup plus douloureuses que ne l'étaient les sanctions économiques en février 2014, quand le rouble a chuté en l'espace d'un jour. Avant l'affaire de la Crimée, $1 valait 26 roubles. Le lendemain, $1 valait 88 roubles. Donc vous voyez, là les sanctions seraient terribles. Mais quelque chose d'équivalent à ce qui se passe avec l'Iran. Alors justement, est-ce que de ce point de vue-là, les Américains peuvent compter sur le soutien, par exemple, des Européens, ou alors les Européens sont bien plus timides que ne le sont les Américains, qui sont déjà aussi un peu timides, et que eux, ils ne veulent pas véritablement, ils ne veulent pas de confrontation, et peut-être ils n'iront pas sur des sanctions économiques sévères contre la Russie. L'Amérique, enfin les États-Unis pourront compter toujours sur la Grande-Bretagne, qui est un très fidèle allié de leur politique. Et elle le démontre à travers des confrontations presque quotidiennes entre chasseurs de sous-marins britanniques et sous-marins russes, en mer du Nord notamment. Il y a des petits jeux qui frôlent les incidents, de frontières, sauf que c'est la frontière maritime. L'Allemagne, évidemment, est beaucoup plus timide. L'Allemagne a une peur bleue de tout ce qui est russe. Et il faut se rappeler que Merkel n'est plus au pouvoir. Merkel avait encore une certaine poigne, une certaine envergure. L'équipe au pouvoir actuellement en Allemagne ne fait pas le poids. Et elle ne prendra aucun risque, sachant, en outre, vous le savez bien, que les Russes font leur fameux chantage au gaz. Gazprom, le pipeline de gaz qui, s'il est coupé, peut paralyser une partie de la capacité de l'Europe à vivre, c'est le réservoir énergétique de l'Europe. Alors, il y a donc des divergences, mais je voudrais rajouter quelque chose. Si l'Allemagne est timide et la Grande-Bretagne beaucoup plus agressive et beaucoup plus fidèle à une ligne atlantiste, il y a un groupe de pays qui font partie de l'Union européenne, qui font aussi partie de l'OTAN, qui rêvent d'en découdre avec l'ours russe. Ce sont des pays qui étaient jadis dominés par les Russes. Les pays baltes, les 3 pays baltes, la Pologne, la Slovaquie, un peu moins la République tchèque qui n'a pas de frontière avec la Russie, mais qui a quand même une certaine rancœur, et la Bulgarie, dans une certaine mesure, parce que la Bulgarie a quand même une amitié ancestrale avec la Russie, et la Hongrie, qui est fortement anti-russe et qui, je vous le rappelle, est dirigé par un fascisant. Donc, vous avez ces pays anciennement dominés par les Russes, soit au titre de république socialiste soviétique, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, soit comme les démocraties populaires, qui étaient la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Bulgarie, qui sont extrêmement anti-russes, qui rêvent d'en découdre avec les Russes et qui voient avec une sorte de hystérie nationaliste, les troupes américaines se poster face aux troupes russes. Alors, dans tout ce schéma, dans toute cette description très précise que vous nous faites, il y a une interrogation. C'est vrai que, vous savez, en Israël, on a souvent l'habitude de se prendre un peu pour le centre du monde. Alors, il est clair que l'État d'Israël n'a pas un rôle déterminant à jouer, mais pourtant, on a le sentiment que les Ukrainiens voudraient bien que les Israéliens s'investissent un petit peu plus, soient plus présents, soient moins neutres qu'ils ne le sont aujourd'hui, et se tournent, par exemple, vers Poutine, fassent valoir, on va dire, leur bonne relation avec la Russie, pour essayer de calmer les esprits. C'est quelque chose, c'est-à-dire jusqu'à présent, ça ne s'est pas véritablement concrétisé, mais c'est quelque chose qui peut être envisageable, c'est-à-dire que on peut envisager que Vladimir Poutine écoute une doléance de la part de Naftali Bennett venant de Zelensky, par exemple.
Non, Poutine n'a que faire des doléances que pourrait éventuellement, et c'est très peu vraisemblable, lui adresser le gouvernement israélien par le biais de Zelensky. En fait, Israël se retrouve dans une position un peu embarrassante. Israël est ami avec la Russie d'une manière un petit peu unilatérale, à vrai dire, parce qu'Israël a plus d'intérêt à être ami avec la Russie que la Russie n'a d'intérêt d'être ami avec Israël. Israël est aussi assez ami avec l'Ukraine. Israël a d'excellentes relations avec les deux pays. Alors, avec la Russie, évidemment, c'est une relation tout à fait étrange parce que la Russie, par ailleurs, est aussi très amie avec l'Iran. L'Iran est une pièce maîtresse dans la géostratégie russe. Netanyahou faisait croire à une amitié très chaleureuse avec la Russie, à des fins politiques, pour sa propre politique. En fait, toute personne qui analyse froidement le dossier des relations russo-israéliennes sait qu'il y a un jeu de mensonges de la part des Russes et une volonté israélienne de surtout ne pas donner l'impression à la Russie qu'Israël est trop franchement dans le camp occidental afin d'essayer de contrer la relation diplomatique privilégiée que la Russie a avec l'Iran. Oui. Ce sont des histoires très compliquées qui dépassent complètement le dossier ukrainien. Du point de vue des relations entre Israël et l'Ukraine, elles sont excellentes. Et Israël a toujours la prudence dans beaucoup de régions du monde de ne pas arriver avec ses propres dogmes, avec ses sabots en quelque sorte, et de respecter les spécificités locales au risque parfois de passer pour un pays avec des amis peu recommandables. Je vous rappelle la relation privilégiée d'Israël avec le Honduras, ou avec le Paraguay, ou avec, je ne sais pas moi, le Tchad. Israël n'est pas regardant avec ses amis parce qu'elle n'en a pas beaucoup. Oui. Simplement, quand il faut être ami à la fois avec la Russie et avec l'Ukraine, cela ressemble à des gens qui sont amis avec un couple en train de divorcer et de s'entretuer. Oui. On ne peut pas quand même rayer l'amitié ni avec l'un ni avec l'autre. Voilà. Alors une dernière question, Cyril. Vous avez évoqué l'Iran, la relation privilégiée entre l'Iran et la Russie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, alors que les négociations se poursuivent à Vienne, il pourrait y avoir une sorte de marché tournant, je ne sais pas comment l'appeler, mais un marché entre les États-Unis, la Russie, l'Ukraine et l'Iran, c'est-à-dire que d'un côté, on pourrait trouver un compromis dans le dossier du nucléaire iranien et que cela pourrait aussi avoir des répercussions sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que ça vous semble quelque chose de logique, de réalisable ? Non, je ne crois pas parce que le dossier des négociations sur le nucléaire iranien est tellement compliqué. Il y a tellement de facteurs. Il y a tellement de divergences aussi dans le camp occidental. À cela s'ajoute l'histoire des 4 Américains retenus en Iran. Il y a déjà énormément de cartes sur la table. Vous ne pouvez pas rajouter les cartes d'un autre jeu. C'est comme si vous mélangiez le poker et le baccarat. Pour jouer avec les Iraniens, il faut jouer avec les cartes d'un jeu déjà très compliqué. Le dossier des relations entre la Russie et l'Ukraine avec toute la tension internationale qu'il crée dans la région et même au-delà de la région, c'est quelque chose qui, malgré la présence de la Russie dans les deux dossiers, Russie, Ukraine, et autant derrière, Russie, Iran et pays occidentaux derrière, malgré la présence de ce gangster international qu'est la Russie dans les deux dossiers ne sont pas liés. Il y a ici quelque chose qui serait comparable à, vous savez, un grand criminel qui est à la fois très actif dans la vente d'armes et dans le trafic de drogue. Oui. Ce sont deux dossiers dans son actif qui ont une relation simplement par le fait qu'ils enrichissent le même mafieux. Oui. Mais en soi, le trafic d'armes et le trafic de drogue sont deux dossiers séparés. Alors, excusez-moi d'employer cette métaphore un peu agressive, mais les relations de la Russie avec l'Iran face aux négociations pénibles que les Occidentaux essaient de mener
face à l'Iran, d'une part, et la crise russo-ukrainienne d'autre part, implique la Russie dans les deux cas, mais c'est une autre interface de la Russie. Ce sont deux côtés différents d'un pays très complexe qu'est la Russie. Mais on l'a bien compris. Merci beaucoup, professeur Cyril Aslanov, pour toutes ces précisions, cette explication très, très complète, très détaillée et parfaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.